Bonjour à tous, alors on se retrouve en vidéo cette semaine et aussi la semaine prochaine pour commencer cette fois-ci la séquence 7. J'avais essayé de la repousser un petit peu précédemment de manière à ne pas se lancer dans une séquence trop longue en ne sachant pas quand on allait retourner en cours. Bon là visiblement on va pas retourner tout de suite pour les troisièmes. Donc on va continuer le travail annuel, on va continuer le programme de l'année en commençant cette séquence 7 qui va porter sur un des personnages les plus connus de l'histoire grecque, et je vais mettre des gros guillemets sur ce mot grec, et j'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc on parlera de la prise de pouvoir de la Macédoine sur la Grèce avec d'abord Philippe II, puis Alexandre. Ça va être une séquence relativement longue du point de vue notamment de l'écriture, donc ça nous occupera sur les 3 semaines qui viennent. Une vidéo cette semaine pour parler de ce qui se passe entre la séquence précédente, donc la prise de pouvoir de Sparte, l'hégémonie spartiate suite à la guerre du Péloponnèse, et la prise de pouvoir de la Macédoine par Philippe en moins 338. On parlera aussi de Philippe au cours de cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera de l'épopée d'Alexandre et de ses conquêtes. Et puis, sur la dernière semaine, vous aurez un travail de copie à faire. Alors, je vous mettrai assez tôt la séquence pour que vous ayez le temps d'écrire, parce que, croyez-moi, sur cette séquence-là, il y aura pas mal de choses à écrire. Voilà. Bon, pour l'instant, on va se concentrer sur la période qui sépare donc la fin de la guerre du Péloponnèse, moins 404, on va dire, la dernière défaite marquante d'Athènes, et la reddition c'est moins 404, moins 403, jusqu'à la prise de pouvoir d'Alexandre en moins 336. Donc, on va faire ça par étapes. On va faire 4 étapes, et des étapes plutôt géographique qu'historique. On va dire en gros ce qui se passe sur différents territoires. De toute façon, tout ça va se recouper, puisque les territoires et les cités entre elles vont interagir assez fréquemment. Vu qu'on s'était arrêté avec la défaite d'Athènes contre Sparte, on va reprendre directement à Athènes. Alors, vous vous souvenez que une fois que Sparte avait vaincu Athènes, ils avaient imposé leurs conditions aux vaincus, aux Athéniens, et parmi ces conditions, il y avait l'abandon du système politique athénien, à savoir la démocratie. Athènes abandonne la démocratie et met en place une oligarchie, donc un groupe d'hommes au pouvoir. Ça avait déjà été tenté à un moment par Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, ça avait été un échec total. Simplement, cette fois-ci, ils n'ont pas le choix, puisque c'est le vainqueur qui leur impose ça. Et du coup, il va y avoir ce qu'on va appeler la tyrannie des 30. Alors, tyrannie, il faut faire attention à ce mot-là en grec, puisque tyrannos, c'est un mot assez basique et assez neutre pour signifier le roi. Simplement, là, si on baptise ça la tyrannie des 30, c'est aussi une expression, une construction un petit peu plus récente, puisque on sait que ces 30 vont se comporter, là pour le coup, comme des tyrans au sens actuel, au sens moderne. Et se comportant comme ça, on peut comprendre que leur prise de pouvoir ne va pas durer très longtemps, puisque au bout de quelques mois, l'oligarchie va être renversée au profit d'un retour de la démocratie à Athènes, donc une révolte menée par un homme qui s'appelle Thrasybule. Vous n'avez pas à vous en souvenir, c'est juste que c'est quand même un petit peu rigolo de s'appeler Thrasybule. Voilà. Bref, à Athènes, il va falloir beaucoup de temps, il va falloir des décennies avant de remonter la pente suite à cette défaite-là. Ils avaient perdu leurs fortifications, les longs murs, ils avaient perdu leur armée, ils avaient perdu une grande partie de leur territoire, puisqu'ils étaient maintenant forcés de se restreindre à l'Attique, donc à leur région. Ils avaient abandonné finalement toutes les colonies qu'ils avaient pu avoir auparavant. Et ça les avait énormément appauvris et affaiblis. Donc, pendant ces décennies de faiblesse d'Athènes, il y a quand même un événement marquant qu'il faut relever, c'est la condamnation à mort du philosophe Socrate. Alors, je vous présente Socrate. Alors, je sais, c'est écrit Platon ici. Tout simplement parce que Socrate, dont il est question là, n'a rien écrit par lui-même. Tout ce qu'on sait de lui, c'est par les écrits de ses disciples, on va dire, de ses élèves. Et le plus important d'entre eux, c'est donc Platon. Il y en a d'autres, on parlera un petit peu plus tard d'un autre qui s'appelle Xénophon, alors on en parlera pour une autre raison. Mais voilà. Socrate est condamné à mort en moins 399, donc 5 ans après la défaite d'Athènes. Il est condamné à mort pour 3 raisons. Alors, d'abord, impiété envers les dieux de la cité, le fait de créer de nouveaux dieux,
ce qui n'était pas vraiment toléré par les Grecs. Et puis corruption de la jeunesse. Alors, on ne sait pas trop ce qui a poussé les accusateurs de Socrate à l'amener en procès et à demander sa mort. Peut-être une sorte de conspiration politique, peut-être le fait que la philosophie de Socrate qui remettait en cause les pouvoirs exercés au sein de la cité gênait des personnages puissants. Toujours est-il que il va être condamné à mort et il va choisir sa sanction qui va être, je vous remontre la couverture, de boire un poison qu'on appelle l'acide. Et si j'ai choisi ce volume-là, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que l'apologie de Socrate nous montre le système de défense de Socrate lors de son procès et aboutira donc à sa mise à mort. Et puis l'autre raison, c'était pour vous parler un petit peu de cette collection des belles lettres, qui est une collection vraiment on va dire, d'antiquisants pur et dur, puisque à l'intérieur, regardez comme c'est beau. Là, vous voyez, c'est le texte français, mais là, c'est en grec. C'est merveilleux, c'est formidable. Voilà. Donc, petite collection très élégante, et puis ça permet aussi de se replonger un petit peu dans la langue grecque, et ça, c'est toujours assez satisfaisant. Je sais que ça vous satisferait beaucoup. Bref, voilà pour Athènes. On va se déplacer un petit peu, on va parler donc de l'autre, on va reparler de Xénophon cette fois-ci, puisqu'on va se déplacer à l'est, on va se déplacer chez les Perses. Alors chez les Perses, il y a un événement marquant qu'on va appeler la Syropédie, l'expédition des 10 000. À ce moment-là, dans l'Empire perse, c'est quelque chose d'assez confus, puisque le fils cadet va faire la guerre au fils aîné, héritier du trône. Donc le fils aîné s'appelle Artaxerxès. C'est pas rigolo, mais c'est assez compliqué à dire, Artaxerxès. Et son frère cadet s'appelle Cyrus, et Cyrus va s'appuyer en fait sur des troupes spartiates pour essayer de reprendre le pouvoir à son frère. Pourquoi des troupes spartiates? Tout simplement parce que à l'issue de la guerre du Péloponnèse, au cours de laquelle les Perses avaient aidé les Spartiates, eh bien, il y a des liens assez forts qui se construisent entre les uns et les autres. Et notamment, un Spartiate va être fait satrape. Alors ce Spartiate, il s'appelle Lysandre, et satrape, c'est en fait on va dire un défenseur de l'Empire perse. C'est un homme qui n'est pas nécessairement perse, à qui on va donner de grandes responsabilités pour favoriser la prise et le maintien du pouvoir par les Perses sur un territoire donné. Et ce Lysandre va être sollicité par Cyrus pour lui envoyer une armée de 10 000 hommes qui vont attaquer les positions d'Artaxerxès, je vous avais dit que c'était compliqué, pour mettre Cyrus sur le trône. Bon, ce sera un échec, Cyrus va finir par mourir et Artaxerxès va rester au pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 10 000 hommes, qui ne sont pas tous des Spartiates, eh bien, il y a Xénophon. Xénophon qui était donc l'un des élèves de Socrate, et qui va faire partie de ça, et qui va nous raconter toute cette aventure dans le texte qui est le premier ici, qu'on appelle l'Anabase. Voilà. Donc grande valeur historique, puisque là, pour le coup, il a véritablement participé au combat qu'il nous décrit, un petit peu comme ce qu'on avait pu dire pour Thucydide au cours de la guerre du Péloponnèse. Voilà. Fin des Perses. On ne reviendra pas sur eux, sur cette partie-là, on en reparlera plus tard à propos d'Alexandre. On va passer cette fois-ci à Sparte, mais il n'y aura pas énormément de choses à dire sur Sparte. Sparte, ce qui les distingue des autres, c'est avant tout la valeur militaire, mais pas vraiment la valeur politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se retrouvent en position d'hégémonie, à partir du moment où ils se retrouvent au pouvoir, eh bien les Spartiates ne sont pas forcément capables de maintenir ce pouvoir très longtemps. Et il y a une autre cité qui va être très ambitieuse et qui va vouloir contester l'hégémonie de Sparte, c'est la cité de Thèbes. Alors Thèbes se trouve en Béotie, à l'ouest d'Athènes, et ces Thébains vont profiter, en fait, alors on a parlé là pour les Perses d'une lutte de pouvoir entre deux frères, on va pouvoir parler d'une lutte de pouvoir également à Sparte, non pas entre deux frères, mais entre deux hommes importants de la cité, d'abord le roi Agésilas, et puis le Lysandre que j'ai mentionné plus tôt, qui est donc l'allié des Perses. Et donc la lutte entre Lysandre et Agésilas va affaiblir
pendant un certain temps les Spartiates. Les Spartiates savent que Thèbes est la cité qui peut leur contester cette hégémonie, donc ils vont prendre la peine de s'attaquer directement à Thèbes. Ils vont prendre la ville de Thèbes en moins 382, mais ils ne vont pas être capables de maintenir ce pouvoir pendant très longtemps. 3 ans plus tard, Thèbes va être délivrée par un homme qui s'appelle Pélopidas. On parlera un petit peu de ce Pélopidas par la suite. Bref, en moins 379, Thèbes est libérée et va vouloir se venger finalement de cette prise de pouvoir de Sparte sur leur propre cité. Et tout ça va aboutir 8 ans plus tard à une bataille très importante qui est la bataille de Leuctre en moins 371. C'est un autre Thébain qui va mener ses troupes à la victoire, il s'appelle Épaminondas et il va vaincre le roi spartiate, l'héritier on va dire d'Agésilas qui à ce moment-là a été retiré du pouvoir parce qu'il était malade, il n'était plus en mesure de gouverner. Bref, ce roi s'appelle Cléombrote, je vous mentionne parce que là aussi, c'est un nom qui est un peu rigolo, Cléombrote. Voilà. Bref, on passe à l'hégémonie de Thèbes, à partir de cette date de moins 371 suite à la bataille de Leuctre. Simplement, cette hégémonie, elle ne va pas durer très très longtemps, puisque les hommes les plus importants, les hommes qui avaient permis à Thèbes d'arriver à cette position d'hégémonie, donc Pélopidas et Épaminondas, ne vont pas survivre très longtemps. Maintenir une position d'hégémonie, c'est quelque chose qui est très compliqué, puisqu'il y a des révoltes un petit peu partout dans les cités et les territoires qui devraient être sous l'autorité de la cité hégémonique. Et c'est ce qui va se passer, puisque en moins 364, au nord de la Grèce, un peuple qui s'appelle les Thessaliens va se soulever contre cette domination. Et ça va aboutir à une bataille, la bataille de Cynocéphale, et au cours de cette bataille de Cynocéphale, le chef thébain, qui est donc Pélopidas, va mener ses troupes à la victoire, mais va mourir. Donc l'un des deux grands personnages thébains va déjà perdre la vie au cours de cette année, moins 364. 2 ans plus tard, c'est une alliance entre les Spartiates et les Athéniens, 40 ans après la guerre qui les a opposés. Donc quoi, les alliances dans cette période, et surtout sur ce territoire grec, c'est quelque chose de vraiment très très précaire, et qui peut se rejouer, se déjouer à n'importe quel moment. Eh bien, cette alliance entre Sparte et Athènes va échouer au cours de la bataille de Mantinée en moins 362, mais au cours de cette bataille, Épaminondas, l'autre chef thébain, va mourir. Thèbes n'a plus les deux hommes qui l'ont mené à cette position d'hégémonie. Thèbes n'a plus les moyens véritablement d'assurer à ce moment-là cette position-là, cette domination sur la Grèce, et au final, tout ce que les Grecs vont en retirer, c'est un affaiblissement de tout le monde. Athènes se relève à ce moment-là. On pourrait presque parler d'une deuxième hégémonie athénienne, mais c'est très exagéré. Ce qui leur permet d'aspirer à ça, c'est surtout le fait que les autres cités sont très affaiblies. Sparte, bien sûr, et puis Thèbes, qui, sans guide, ne peut plus faire grand-chose. Voilà. On va quitter la Grèce. Je reprends ces petits guillemets, puisqu'on va aller au nord, sur un territoire qui s'appelle la Macédoine. Alors, je ne peux pas parler de la Grèce pour parler de la Macédoine. Ce qui est un petit peu paradoxal, puisque les Macédoniens sont, depuis des décennies, passés à la langue grecque, même s'ils ont leur propre dialecte. Ils ont les mêmes croyances que les Grecs, les mêmes dieux, la même mythologie. On avait dit que c'était ça qui faisait un grec, la langue et les croyances. Simplement, du point de vue des Grecs, les Macédoniens ne sont pas des Grecs. Il y a toujours une espèce de snobisme de la part des Athéniens, notamment, ne voulant pas considérer les Macédoniens comme leurs égaux. Simplement, les Macédoniens ont été en position de faiblesse pendant très longtemps par rapport aux cités grecques. Ils avaient même été vaincus par les Thébains, et à la suite de cette défaite, ils avaient été obligés d'envoyer des otages à Thèbes. Et l'un de ces otages était un jeune homme qui pouvait prétendre au trône, qui s'appelle Philippe, et il va être otage à l'époque de la bataille de Leuctre. Et donc, il va être relativement proche à cette époque-là d'Épaminondas, le vainqueur de Leuctre. Et il va apprendre beaucoup au contact d'Épaminondas, si bien que lorsqu'il retourne dans son pays, quand il retourne en Macédoine, à Péla,
qui est la capitale de la Macédoine, eh bien, il va prendre le pouvoir et il va s'inspirer d'Épaminondas d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique. Et il va asseoir son autorité sur la Macédoine et il va réussir à se maintenir au pouvoir alors qu'il y avait pas mal de contestations, notamment de la part des héritiers du roi précédent. Et Philippe n'est pas qu'un simple politicien, c'est quelqu'un qui a de grandes ambitions. Et son ambition, c'est de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est l'union de toute la Grèce. Ce terme union pourrait être très positif. Là, il s'agit simplement de conquérir tout ce territoire pour aboutir à un véritable pays grec, mais sous l'autorité, sous le joug des Macédoniens. Et pour ça, il va s'y prendre de plusieurs manières. D'abord la guerre, c'est un excellent stratège et il va remporter de nombreuses batailles dans tout le nord de la Grèce qui va lui permettre d'étendre son territoire et de progresser vers la péninsule grecque, vers Thèbes, Athènes et plus tard le Péloponnèse jusqu'à Sparte. Bon, pour l'instant, il n'en est pas là. Il sait que s'il continue d'attaquer frontalement, il risque de susciter une réaction chez les Grecs qui serait la même que celle qu'il y a eu lors des guerres médiques, c'est-à-dire tous les Grecs voyant un ennemi commun progresser et les menacer pourraient s'unir, et ça, Philippe n'en veut pas. Il a vu ce qui s'était passé pour des Perses qui étaient bien plus nombreux que sa propre armée, et donc il se dit que même affaiblis, les Grecs, s'ils s'unissent tous, resteraient quand même sans doute plus forts que lui. Donc il va s'avancer d'une manière beaucoup plus stratégique, d'une manière politique. Il va en fait, en moins 346, profiter d'une attaque d'un peuple qui s'appelle les Phocidiens sur le sanctuaire de Delphes. Le sanctuaire de Delphes, il se trouve au nord-est de la Grèce, et c'est un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire qu'il concerne absolument tous les peuples grecs. En fait, les Phocidiens s'attaquent à Delphes et mettent la main sur le trésor de Delphes, ce qui est d'une certaine manière une déclaration de guerre à tous les Grecs. Simplement, les Grecs ont beaucoup de mal à s'entendre pour aller punir les Phocidiens et récupérer une part du trésor. Celui qui va agir au contraire, qui ne va pas se perdre en hésitation, c'est Philippe. Philippe va attaquer les Phocidiens, va les vaincre, et suite à cette victoire, il va obtenir un privilège. Je ne devrais pas dire comme ça, c'est un véritable privilège. Il va siéger au conseil sacré de Delphes, c'est une sorte de conseil d'administration du sanctuaire de Delphes. C'est une reconnaissance des Grecs envers Philippe. On le considère comme un véritable grec à partir du moment où on le fait entrer là-dedans. Et finalement, ce Philippe qui est si impressionnant d'un point de vue stratégique, d'un point de vue politique, et qui semble quand même profondément réformateur sur le fond, en tout cas très moderne par rapport à ce que les Grecs ont connu jusqu'à maintenant, eh bien ce Philippe va être bien considéré par un certain nombre de personnes dans chaque cité grecque, ce qui petit à petit va lui permettre d'influencer de l'intérieur les cités, les influencer en sa faveur. Alors, ceux qui voient ça d'un œil très mauvais, c'est les Athéniens qui ont, depuis leur première période hégémonique et leur âge d'or sous Périclès, toujours cette ambition d'unir toute la Grèce sous leur propre bannière. Athènes s'inquiète beaucoup des avancées de Philippe et des ambitions de Philippe, et donc ils vont vouloir contrecarrer un petit peu ses plans. Pour ça, ils vont plutôt privilégier la diplomatie et ils vont envoyer une ambassade pour discuter avec Philippe en lui disant voilà, on sait que tu veux ça, ça, ça et ça nous plaît pas tellement, donc on vient en discuter avec toi pour essayer de mettre en place des compromis de part et d'autre. Et dans cette ambassade, il y a deux hommes. Alors, le premier s'appelle Démosthène, le second s'appelle Échine. Ces deux hommes sont des orateurs très très expérimentés et des orateurs qui sont reconnus par le peuple grec. D'ailleurs, l'un d'eux, Démosthène, sera reconnu comme peut-être le plus grand orateur de l'Antiquité avec le romain Cicéron. Alors Démosthène, en plus, ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que rien ne le prédestinait à devenir un orateur. Il avait des gros soucis d'élocution, notamment un problème avec la lettre R. Visiblement, il prononçait très très mal la lettre Rho. Et ça aurait dû marquer la fin de ses ambitions dans
d'un point de vue rhétorique, mais il va combattre ça, on dit, alors, peut-être en partie la légende, on dit que pour s'entraîner à parler, à progresser dans son élocution, il s'entraînait à tenir des discours en mettant des cailloux propres, j'imagine, dans sa bouche, et que s'il réussissait à prononcer ses discours avec cette gêne, eh bien c'est qu'il était parfaitement capable, en retirant ensuite ses cailloux, de s'exprimer correctement devant une assemblée. Bref. Démosthène donc qui, contrairement à son collègue Échine, qui lui est pas défavorable à une prise de pouvoir de Philippe sur la Grèce, eh bien Démosthène, lui, il va tenir des discours particulièrement violents contre Philippe, c'est ce qu'on appelle les philippiques, donc qui en dira peut-être un petit peu aux élèves qui ont fait du latin l'année dernière, puisqu'on avait parlé de ce même titre pour les discours qui avaient été prononcés par un autre orateur, le Romain Cicéron, contre Marc-Antoine, un hommage qu'il a fait à Démosthène en intitulant ses discours les philippiques. Bref, Démosthène aura beau protester dans sa cité, aura beau protester auprès de Philippe, ça ne suffira pas, tout ça va se terminer bien sûr dans un conflit armé, et à une bataille très importante qui est la bataille de Chéronée en -338, bataille qui va être remportée par Philippe sur les armées grecques alliées. Alors, armées grecques alliées dont ne font pas partie les Spartiates qui ont d'une certaine manière déjà jeté l'éponge et qui ont accepté le changement de régime, le changement de situation et la prise de pouvoir de Philippe. Alors on termine donc avec cette date de Chéronée, -338, date qui est très très importante, et du coup c'est le moment où la Grèce n'est plus indépendante, la fin de l'indépendance des cités grecques qui vont se retrouver à partir de cette date-là sous l'autorité du régime macédonien, puis quelques temps plus tard, quelques décennies plus tard, les Romains en -167 suite à la victoire de Pydna. Bref, date particulièrement importante qu'il faudra donc retenir, -338. C'est un petit peu paradoxal parce que nous, des deux grands rois macédoniens que sont Philippe II et Alexandre III, on se souvient beaucoup plus d'Alexandre III, Alexandre le Grand, et on laisse un petit peu de côté son père, alors que du point de vue de l'histoire antique grecque, le plus important, la date la plus importante, c'est sans doute ce -338 avec la fin de l'indépendance grecque. Bon, fin de l'indépendance grecque donc, mais Philippe ne va pas en profiter très longtemps, puisqu'il va mourir 2 ans après cette victoire de Chéronée. Alors, il va mourir dans des circonstances assez étranges, il va se faire assassiner par un officier macédonien, dont on ne connaîtra pas véritablement les raisons, puisqu'il va lui-même se faire tuer peu de temps après, peut-être pour ne pas témoigner, peut-être pour ne pas qu'il révèle qui l'avait envoyé assassiner le roi. On peut simplement faire quelques hypothèses, et l'hypothèse la plus vraisemblable, elle renvoie à l'une des épouses de Philippe, puisque les rois macédoniens étaient polygames. En l'occurrence, Philippe, lui, était polygame. Il avait 7 épouses, et la 4e d'entre elles s'appelait Olympias. C'était une princesse d'un peuple qui s'appelle les Molos, qui à ce moment-là régnait sur l'Épire. Donc l'Épire, c'est vraiment au nord-est de la Grèce, vraiment à l'est de la Macédoine. Et donc cette reine Olympias avait un intérêt particulier à faire assassiner Philippe, puisque lorsque Philippe épouse sa 7e femme, cette femme est une Macédonienne, c'est l'une des seules Macédoniennes parmi ses épouses, et surtout elle lui donne un fils de sang macédonien complètement. Et du coup, ce fils aurait été sans doute plus légitime que le fils qu'avait eu Olympias avec Philippe II, et ce fils qui était jusque-là l'héritier présomptif du trône, et ce fils c'est bien sûr Alexandre. Donc pour favoriser la prise de pouvoir d'Alexandre le Grand, il est tout à fait possible, pour ne pas dire probable, que ce soit sa mère, Olympias, qui ait fait assassiner Philippe II. Voilà, donc tout ça nous amènera la semaine prochaine à une vidéo sur Alexandre le Grand, cette fois-ci, de sa prise de pouvoir, donc -336, jusqu'à sa mort, -323. Ça nous fera beaucoup moins d'années à raconter dans la prochaine vidéo que ce qu'on aura fait là, et pourtant, croyez-moi, sur les 13 années qui nous restent, il y aura énormément de choses à dire. Voilà, passez une bonne semaine, et on se retrouve la prochaine fois.